BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et oui, la réforme occupe à peu près tous les commentaires en cette période de rentrée. Et Benoît Lombard est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Pour Vitam MFO, comment est-ce que le CGP que vous êtes appréhende finalement les réformes annoncées, notamment en termes fiscaux, bien sûr? C'est d'abord, Cédric, un pré-projet qui a été annoncé le 11 et 12 septembre, les 11 et 12 septembre dernier par Bruno Le Maire. Il y a trois aspects qui sont quand même importants, puisque ici, sur cette antenne, moi j'étais le premier à dire qu'il fallait plus de lisibilité, qu'il fallait instaurer un taux unique sur notamment les plus-values de cession de valeurs mobilières, on en reparlera. Donc la flat tax, c'est une bonne chose, première chose. Deuxième chose, l'IFI aussi, puisque tout le monde gagne. À l'impôt sur la fortune immobilière. Pourtant, les dents grassées, on parlait juste avant des SCPI notamment. Beaucoup dans les SCPI ont essayé de dire à Bercy, on est productif, donc il ne faut pas nous coller dans l'IFI. Attention, parce que l'interview de Bruno Le Maire, il est quand même très light, on va en reparler, et on n'est pas dans le détail des mesures encore, puisque ça doit être présenté le 27 ou 28 septembre prochain, le projet de loi de finances. Et là, on aura les arbitrages. Puis après, espérons tout de même que le Parlement fera son travail. On peut avoir aussi des amendements. On peut essayer de faire passer des idées. Bon, la première chose quand même qui est importante, c'est qu'il y a plus de lisibilité, de simplification de notre fiscalité. Je parle de la fiscalité des particuliers. Et puis j'en veux pour preuve juste un sondage qui est paru ce matin quand même, de Doxa. 54% des Français estiment que sur la réforme de l'IFI, c'est une bonne chose. En revanche, ils désapprouvent à 62% la réforme de la flat tax sur l'assurance vie, on en parlera. Allez, on les prend les uns après les autres, ces thèmes. D'abord, l'ISF qui devient l'IFI. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne, puisque je ne connais pas un particulier qui a 100% de son patrimoine en immobilier. Il a au moins un compte bancaire, une voiture qui était taxée, rappelons-nous, le forfait immobilier, les 5% de valeur brute du patrimoine qui était taxable. Au moins, on va limiter l'ISF. Et pour preuve, puisque l'ISF rapportait à peu près entre 5 et 5 milliards et demi par an. Dans le budget, on a à peu près 3 milliards en moins. Donc on va avoir un ISF qui va être réduit pour peu, à peu près de moitié. On va être entre 2 et 3 milliards. Donc tout le monde gagne. Et ça va baisser les prélèvements obligatoires, dont je rappelle que le taux implicite de taxation du capital, c'est pas moi qui le dis, c'est Eurostat qui nous disait ça, en France est de 47%. C'est des chiffres de 2012, tandis qu'en Allemagne, il est de 22%. Donc on va limiter la pression du capital. Et même Bruno Le Maire le dit, la surtaxation du capital, c'est fini. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est pour le côté ISF qui se transforme en IFI. N'empêche que pour un retraité qui habite un grand appartement qui fume et qui a une voiture diesel, c'est pas des heures très glorieuses qui s'annoncent. Oui, ok, mais il a au moins un peu de liquidité, il a au moins un peu de disponibilité, et il aura un ISF lui aussi qui va être réduit. Mais il ne pourra plus, et ça c'est quand même un aspect désagréable de la réforme, il ne pourra plus défiscaliser son ISF, puisque le ministre l'a annoncé, c'est la fin de l'ISF PME, de la réduction d'ISF pour investissement dans les PME. Je rappelle juste quand même que l'année dernière, c'était plus de 500 millions d'euros investis dans nos PME. Et donc là, on a une limite, j'allais dire, de la mesure, c'est le fait de ne plus pouvoir investir dans les PME en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ça, c'est désagréable. Le reste, et notamment ce prélèvement forfaitaire unique. Flat tax, d'abord, sur la flat tax, il y a 2 points dont on ne parle jamais. Le premier, c'est que tout le monde nous dit une flat tax à 30%. Mais décomposons la flat tax. Dans la flat tax, il y a 17,2 de CSG, augmentation de la CSG des prélèvements sociaux de 11%, 15,5, on est passé à 17,2. Et après, il y a un prélèvement forfaitaire unique. Avant, on avait le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt. Maintenant, on a le prélèvement forfaitaire unique. Et le taux du prélèvement forfaitaire unique, il est de 12,8, soit le taux le plus bas jamais connu depuis des années. Je crois, oui, ça fait au moins 30 ans qu'on n'a pas connu un taux si faible. Donc on a quand même quelque chose de relativement positif. Alors après, à quoi ça va s'appliquer? Ça va s'appliquer aux revenus du capital, donc les coupons d'obligations, les intérêts qui sont produits sur des livrets bancaires, par exemple, les dividendes. La taxation des dividendes, c'était quand même un phénomène exceptionnel. On avait un prélèvement à la source avec une imputation du prélèvement qui était pas libératoire de l'impôt, et puis après on recalculait avec la décote de 40%. Enfin bref, une usine à gaz. Ouais, il fallait se déclarer si on était en dessous d'un seuil, on pouvait... On va simplifier. Sur les revenus, on va simplifier, et puis sur les plus-values, on va simplifier. Je vous rappelle que les plus-values de cession de valeurs mobilières, il y a 175 cas, j'ai référencé, 175 cas de taxation différents, selon qu'on bénéficiait du régime incitatif, selon la durée de détention, bref, et je ne vous parle pas de restructuration de capital entre-temps, qui faisait que là, du coup, on n'avait aucune lisibilité. Là, demain,
à partir du 1er janvier 2018, parce que ça c'est un point qui est important, ça ne s'appliquera pas cette année. Ceux qui ont vendu leur entreprise cette année, ceux qui ont vendu leur titre cette année, ne bénéficieront pas de cette flat tax à 30%, qui est quand même quelque chose de relativement agréable. Donc, plutôt très favorable, très positif sur ce point-là. Oui. Cette flat tax, comme vous dites, ce prélèvement forfaitaire, enfin ce prélèvement unique, il fait quand même un cocktail curieux avec l'assurance vie. Là, on est dans le flou total. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que sur les vieux contrats, il n'y aura rien de changé. Je rappelle juste, qu'est-ce qu'un vieux contrat? Parce qu'on va en parler. Et les 2 dernières réformes en matière d'assurance vie ne se sont pas appliquées en 1992, un siècle auparavant. Donc, à partir du 1er janvier 92, mais à partir du moment où la mesure a été annoncée. Et donc, ça s'appliquait à partir du 20 novembre, à l'époque, 1991. À partir du moment où la mesure est annoncée. Donc, attention au 28 septembre, parce que l'application des nouvelles réformes dont on va parler, de la réforme dont on va parler, pourra jouer à partir de l'annonce et du dépôt du projet de loi de finances au Parlement. Donc, et il en va de même, bien sûr, en 1999, quand on a instauré la taxe de 20% au-delà de 152 500 € par bénéficiaire. Ça s'applique à partir du 13 octobre 1998, donc avant. Donc qu'est-ce que nous dit cette réforme? Nous dit qu'après 8 ans, eh bien, il y aura pour les contrats dont l'encours est supérieur à 150 000 € par personne, 300 000 € pour un couple, donc il faudra voir aussi comment ça applique ça, eh bien on aura une taxe de 30%, tandis qu'aujourd'hui on est à 23%. Et il dit que pour les vieux contrats, il n'y aura pas de modification, on restera à 23%. Mais si on a une CSG à 17,2, ça veut donc dire que le taux de prélèvement forfaitaire de 7,5 aujourd'hui, 7,5 plus 15,5, c'est nous 23, eh bien va descendre. Et là, j'aimerais bien avoir une information du ministre. Il va plus être de 7,5, il va être de 5,8, puisque 5,8 plus 17,2 nous font nos 23%, et il a dit que ça ne changerait pas. Ça, c'est la première question. Deuxième question, quid de la taxation pour des retraits qui se feraient avant les 8 ans? Est-ce qu'on sera au prélèvement forfaitaire unique ou est-ce qu'on sera dans le régime actuel? Et je rappelle que le régime actuel, si on a une augmentation de la CSG, les 4 premières années, c'est 52% d'impôt sur les plus-values réputées, les gains réputés acquis à l'occasion du retrait. Durant les 4 premières années, 52. Et puis après, 32. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et quels vont être les arbitrages? Je pense qu'il est urgent d'attendre au moins donc ce c'est-à-dire là, le 28 septembre prochain. Par contre, en dehors de ce sujet-là, il y a des arbitrages à faire tout de suite? Non, je pense que le premier, c'est que toute personne qui veut réaliser ses actifs professionnels ou qui veut libérer des plus-values, sauf qu'il y a un stock de moins-values, bien évidemment, imputable, il est urgent d'attendre le 1er janvier prochain. Ça, c'est la première chose. Sur l'assurance vie, pour les contribuables les plus aisés, ceux qui font partie des 6% des Français qui ont un encours supérieur au fameux seuil de 150 000 €, eh bien, pour eux, il y a peut-être, avant le 28 septembre, un versement complémentaire à faire sur son contrat. Peut-être pas de mauvaise idée, ça. Bon, ben voilà, quelques idées pour attendre et appréhender les réformes qui devraient être annoncées. Merci beaucoup, Benoît Lombard, pour Vitam MFO.